C'est l'heure du face-à-face entre David Revaud-Dallon du JDD et Bruno Jeudi de Paris Match. Bonjour à tous les deux. Bonjour Roselyne. Bonjour Roselyne. Alors le conflit sur les retraites s'enfonce dans la radicalité avec des actions coup de poing de la CGT, des militants qui déboulent au siège de la CFDT, qui a conclu, comme vous le savez, un accord avec le gouvernement. Les employés d'EDF font des coupures d'électricité sauvage en plein frima. Mais le patron de la CGT, Philippe Martinez, lui cautionne ces actions et même les encourage. On l'écoute, c'était ce matin. Quand il y a des grèves, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Est-ce de la délinquance? Non, c'est pas de la délinquance. C'est pas de la délinquance. Pas de la délinquance. Alors est-ce que vous dites ce matin, est-ce que vous dites à ceux qui coupent l'électricité, arrêtez? Non. Je dis au gouvernement, écoutez, ça suffit les provocations. Voilà, alors le gouvernement appelle à des sanctions, mais cette fois, on n'est plus dans un bras de fer classique, on va dire, entre syndicats et gouvernement, puisqu'il n'y a plus rien à discuter en réalité, en tout cas pas à ce niveau-là, sur le retrait de la réforme. On ne discute plus, on est dans la confrontation. Oui, parce que on voit qu'il y a depuis l'accord, enfin le pré-accord entre les syndicats réformistes, CFDT en tête, et Édouard Philippe et son gouvernement. La réforme, elle est sur les rails, on va dire. Sur les rails, d'abord la négociation avec la conférence de financement qui va commencer dans quelques jours, et de l'autre côté, avec, je dirais, le processus politique et parlementaire classique. Vendredi, présentation du texte en Conseil des ministres, et dans 15 jours, arrivée au Parlement. Donc ça veut dire que la réforme, elle avance, elle va peut-être connaître des aléas, des batailles parlementaires, peut-être des allers-retours avec ces syndicats réformistes, mais elle continue et elle va aller sans doute, vraisemblablement, au bout. Alors, de ce point de vue-là, la CGT et les syndicats les plus radicaux, ils sont dans une forme de jusqu'au boutisme. Ils ne veulent pas de cette retraite, ils veulent son retrait de cette réforme des retraites, ils veulent son retrait absolu et sans condition. Ils ne l'ont pas obtenu, et donc on a effectivement cette stratégie de radicalisation ici et là, avec des blocages qui sont effectivement, votre extrait le montrait, à la limite de la légalité. Il y a deux mondes parallèles. Il y a le monde parallèle de la CGT qui vit sa vie on va dire, de contestataires radicaux, et puis ce texte qui va mener sa vie parlementaire. Deux salles, deux ambiances. Voilà, et donc on est... C'est bien la situation de la France aujourd'hui, avec un président qui est à la tête d'un pays où 90% des classes populaires sont contre lui. Donc c'est vrai que c'est une difficulté pour ce pays. On voit bien que son texte avance cas un cas, dans le flou, dans quelque chose qui, à mon avis, pour beaucoup de Français, est très, très compliqué à comprendre. En plus, on a un texte qui va arriver à l'Assemblée sans le cadrage financier qui viendra plus tard. Enfin bon, cette réforme avance, mais j'allais dire dans la douleur, parce que coûte, faut le passer, sans qu'on sache si vraiment à quelle sauce on sera mangé pour beaucoup de Français. Ce qui est certain, c'est que les actions de la CGT sont totalement inacceptables. Elles ne sont pas à la limite de l'illégalité. Mais quand on dit à la limite, soit c'est légal, soit ça ne l'est pas. Elles sont illégales. Bon. Et c'est vrai que le Premier ministre hier parle. Maintenant, s'ils veulent des sanctions, il faudra des sanctions. Ça peut même parfois être dangereux, les coupures d'électricité. Oui. Donc c'est vrai que la CGT est illégale. Il n'en reste pas moins que Emmanuel Macron continue à gouverner avec, face à lui, dans les sondages, on voit entre 80 et 85% des classes populaires, employés et ouvriers, qui sont contre lui. Donc c'est quand même une situation assez inédite. Oui. Même François Hollande, il en avait un petit peu plus, je le rappelle. Je ne parle même pas, sans remonter trop loin, parce qu'on pourrait être taxé de sarkozysme ou de chiracisme, que Nicolas Sarkozy avait beaucoup plus de soutien dans les classes populaires. Et ça, c'est quand même quelque chose qui, sur le moyen terme, est quand même quelque chose d'important pour le président de la République. C'est difficile de gouverner quand même durablement qu'avec les classes élites. Parce qu'on n'est plus dans l'impopularité, on est dans la haine, là. C'est vrai qu'il y a quelque chose mais c'est pas viscéral. Moi, je ne sais pas s'il faut parler de haine ou d'impopularité. Mais un président qui passe son temps à dire mais je veux être le président de tout le monde et tout, et qui continue à s'accrocher à des réformes qui sont désapprouvées par 80 à 90% des classes populaires, je pense qu'à terme c'est dangereux et compliqué. Je pense qu'on peut faire le distinguo entre impopularité et haine quand on voit les cris de « à mort Macron ». C'est vrai que depuis toujours dans la vie politique française, quand une réforme ne passe pas, quand une réforme est contestée, qu'elle suscite une opposition, des manifestations, eh bien on cible en général le ministre. C'est Fillon, Woerth, Devaquet pour les plus anciens d'entre nous. Bref, j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, ce n'est ni Édouard Philippe,
ni bien sûr Monsieur Pietraszewski, ni Madame Buzyn, sans vouloir leur faire offense. C'est Macron qui est en tête d'affiche, et ça rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé toute autre raison il y a un an. Et Bruno, vous avez raison de citer ce chiffre de 80 à 90%, parce que c'est ce qui s'est passé précisément au moment des Gilets jaunes. Et pour le coup, là, on avait assisté à une véritable haine qui était ciblée contre le président. C'est ça qui est inquiétant pour lui, c'est qu'il est aujourd'hui dans le viseur des classes populaires, et dans le cas des Gilets jaunes ou de la radicalisation de la CGT. Oui, il y a la rue et lui. Il y a la rue et lui. Il y a la rue contre Macron. Et ben, je rappelle qu'il proposait de traverser la rue. Et ben, la rue, aujourd'hui, elle est contre lui. Ouais. Alors, comment vous expliquez ça alors, vous dites c'est impopularité, moi je dis haine, vous dites je ne sais quoi. Peu importe. En tout cas, c'est cette violence qui s'exerce. Mais la vérité, c'est violent. Mais la vérité, c'est que depuis décembre 2018, on est enfoncé dans cette situation d'un pays qui a été formidablement bien décrit dans un livre, L'archipel français, Jérôme Fourquet, et on a aujourd'hui devant nous, au fond, ce qu'est ce pays, c'est-à-dire des îles, des îlots. Donc plus de cohésion nationale. Plus de cohésion nationale. Et je dirais même que ça s'est aggravé depuis un an et demi. Cette politique produit ça. Je dis pas, je ne sais pas ce que pourrait faire Emmanuel Macron. Ce qui est certain, c'est que les conflits, on les laisse s'éterniser, prospérer. C'était le cas avec les Gilets jaunes. On pense que ça va se calmer. Évidemment, ça passe. Mais derrière, c'est un pays qui est en morceaux. Mais ça n'explique pas. Il y a la politique d'Emmanuel Macron, il y a la personne. Oui, il y a les deux, en général. En même temps, et souvenez-vous, on avait expliqué, ça c'était plutôt une forme d'analyse électorale qu'au moment de la présidentielle, la France de Macron, les électeurs de Macron, celles qui avaient voté pour lui, c'était plutôt la France qui allait bien. La France des centres-villes, la France urbaine, la France des start-up, des professions libérales, des cadres supérieurs, etc. Et que, en revanche, la France reléguée, la France périphérique, cette fameuse France d'en bas et France qui est loin, et celle qui s'est révoltée précisément pendant les Gilets jaunes, n'avait pas voté Macron. Et je trouve que depuis 2 ans et demi, cette analyse s'est renforcée par la pratique et l'exercice du pouvoir. Il y a effectivement, pour reprendre les mots de Jacques Chirac, dans ce pays, une fracture entre la France qui va bien et qui est plutôt derrière Macron, et la France qui ne va pas bien. Et le problème, c'est qu'effectivement, le taux de rejet d'Emmanuel Macron dans cette France qui ne va pas bien, Bruno a raison de rappeler les chiffres. Les 4 derniers présidents, non, mais les quinquennats précédents, c'est important. C'est le plus élevé parmi les. C'est sa personnalité ou ça Je pense que c'est un mélange des deux. Et puis c'est aussi sans doute, on arrive à un moment. D'ailleurs, quand Emmanuel Macron le dit, je suis pas responsable de mais c'est vrai. Évidemment, mais c'est vrai. C'est aussi vrai d'une situation. Mais là, on arrive à un point où c'est très élevé, ce rejet, parmi les couches populaires, employés, ouvriers. Voilà, c'est comme ça. Ce qui est paradoxal, vous parliez de la France qui va mal, mais il y a aussi cette France qui va bien. On a vu, donc avec il y avait la 3e édition de Choose France, donc au château de Versailles, et en même temps sont tombées les bonnes nouvelles, c'est-à-dire le laboratoire à Dunkerque qui va... il y en a pour 500 millions d'euros, je crois, et puis les chantiers... les chantiers navals pour MCS avec 6 millions, je crois. MSC. Voilà. MSC. Donc, il y a quand même l'attractivité de la France. Il y a quand même des choses qui vont, beaucoup mieux. Mais ça, il y a 500 000 emplois. Enfin, ça, c'est ce que, en tout cas, les chiffres mais on a déjà classiques. On a déjà connu un pouvoir qui avait d'excellents résultats économiques et qui a été balayé à la présidentielle suivante. Voilà. Au premier tour. En France, on connaît. La question, ma question est, si les résultats économiques viennent, on lui pardonnera pas? Non, mais vous ne faites pas le bonheur, Rosine, vous ne faites pas le bonheur, et singulièrement des Français, contre eux. Comme ça, on l'a déjà vu. Et on n'a pas besoin de remonter dans l'histoire de France. On pourrait en égrener. Mais en 2000, on a un pouvoir qui à l'époque, a des résultats économiques. Qui a des résultats de bons résultats économiques et qui est balayé dès le premier tour. Rosine, vous étiez ce soir-là au QG de Jacques Chirac, donc vous le savez bien. Donc, d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs avaient été surpris par cette situation. Vous ne faites pas le bonheur des Français contre eux. C'est un peuple singulier. Il y aurait des raisons de dire quand même qu'il y a des choses qui vont vraiment mieux. Mais quand vous dites contre eux, vous voulez dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, les Français, vous voyez bien, ils estiment, notamment les couches populaires, que la politique qui est menée est d'abord menée, et en plus sur certains points, c'est vrai, elle avantage, j'allais dire, plus favorablement les couches
favoriser les gagnants de la mondialisation, comme on dit, plutôt que ceux qui sont perdants. Pour l'instant, c'est vrai que ils le ressentent comme ça. Vous pouvez avoir de très bons indicateurs économiques, mais d'abord, ça met très longtemps à imprimer dans l'opinion. L'opinion met toujours plusieurs mois, pour ne pas dire 1 ou 2 ans, avant de créditer, si vous voulez, le pouvoir de ces bons résultats. Et puis d'abord, certes, il y a des bons indicateurs, mais l'ensemble n'est pas formidable. Le chômage baisse, mais je veux dire, dans des proportions quand même assez limitées. La croissance, je suis désolé, mais les prévisions de croissance pour la zone euro, là, pour l'année prochaine, pour 2020, on est mieux que la zone euro. Non, mais c'est 1%. Enfin bon, c'est quand même pas extraordinaire. Non. Certes, l'Allemagne a des petites difficultés, on tire un peu mieux notre épingle du jeu, mais je veux dire, il n'y a pas de quoi pavoiser. Et puis surtout, il y a quand même un doute. Je suis tout à fait d'accord avec Bruno. La référence Jospin est très importante. Et Macron, il a ça en tête. Il sait pertinemment que même s'il a de bons résultats économiques, même si le chômage baisse, il peut être balayé. Et c'est pour ça, bien, il peut être balayé sur des questions liées au régalien, à l'insécurité, à l'immigration, au communautarisme, etc. Ouais. Et donc c'est au rejet de sa personnalité, de sa personne. Absolument. Ça, c'est un élément de plus, mais c'est pas l'élément central. Il y a aussi une inquiétude de l'avenir, et cette inquiétude de l'avenir, elle est plus forte dans les couches populaires que dans les gagnants de la mondialisation, qui au fond, vous savez, ça a été écrit déjà. Il y a eu d'excellentes analyses, bien meilleures que moi, qui ont expliqué que ce sont des catégories de population qui ont presque fait sécession déjà avec la France. Et c'est la raison pour laquelle Madame Le Pen vient de lancer sa campagne il y a 2 ans et demi de l'échéance, ce qui est quand même assez rare que quelqu'un se lance à 2 ans et demi avant, parce que précisément, elle a parfaitement compris cette situation. Elle sait qu'elle a aussi des lacunes personnelles à combler, et que cette France qui a rejeté Macron à 80 ou 90%, et bien sûr, c'est celle-là qu'elle va labourer. Et il y a cette classe dont vous parliez, de Français, qui veulent des jobs mieux payés, qui veulent pas des petits jobs, ils veulent des jobs qui payent bien. Mais est-ce que... mondialisation ou pas mondialisation, est-ce que c'est pas parce que on n'a pas fait pendant 30 ans les réformes Ouais, mais ça se discute parce que le cas allemand est aussi discutable. Regardez en Allemagne, on a dit que c'était formidable, les réformes le miracle économique, mais on a aussi toute une somme de petits boulots, pas très bien payés, qui sont considérés comme rentrant dans la case, faisant certes baisser les chiffres du chômage, mais montrant qu'il y a toute une catégorie de la population allemande qui a un pouvoir d'achat quand même relativement limité, même si elle travaille. Ouais. Et c'est ce vers quoi, effectivement, on se dirige par rapport à votre question. Merci à tous les deux. On se retrouve demain pour Politique sur France 24. Je vous retrouve. Merci, à bientôt. En Inde, le Citizenship Amendment Act est une nouvelle loi qui facilite l'accès à la nationalité aux réfugiés persécutés en raison de leur religion. Alors que le pays est laïque, la colère gronde, les manifestants sont nombreux. Les musulmans sont clairement ciblés et exclus du dispositif. It's so close to the graded citizenship that we saw that happened in Germany. Is anti-constitutional. We will show that we are not afraid of you. Tous les regards sont tournés vers la Cour suprême indienne. L'avenir de tous les citoyens musulmans est plus que jamais incertain. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.